Merci Stéphanie. Il va falloir effectivement être rapide. Eh ben on va essayer de l'être. On a une grosse pression parce qu'avec tout ce qui s'est passé ce matin, tout ce qui s'est dit ce matin, bravo pour le niveau qualitatif de ces interventions. L'intervention qu'on va faire maintenant, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait parce que je l'ai déjà faite cette nuit. J'en ai rêvé. Ça se passait dans une église et on était en pyjama. Donc c'est pas pour vous mettre la pression, mais un peu l'esprit. Je vous propose une nouvelle brochette de jus de concentré de prospective. Et donc je vais inviter sur scène Sandrine Roudot. Elle m'énerve un peu parce que elle vient de Nantes et c'est une ville que j'adore. Donc je suis un peu jaloux, j'arrête pas de lui dire. Ensuite je vais inviter Nicolas Collin. Qui lui est un peu perturbant parce qu'il a une vraie capacité à bousculer les paradigmes. Vous allez voir. Et enfin, Thierry Tabois. Lui, il m'intrigue parce que il nous annonce des cuillères et des fourchettes connectées dans nos cuisines. On va en reparler tout à l'heure. Merci à vous d'être parmi nous. J'ai envie qu'on va prolonger nos échanges de ce matin sur peut-être des thématiques qu'on a peut-être un petit peu moins abordées dans la matinée. Je vais honneur aux femmes, donc on va commencer avec Sandrine. Alors Sandrine, t'aurais pu être aussi toi rester dans le vieux monde. On a beaucoup fait ce parallèle ce matin. Je crois que t'étais même très commerçante, ex-pubarde, si j'ai bien compris. Vas-y, fais-moi un portrait. Là. Oui, et en fait tu as basculé dans le bon côté de la force puisque tu as tout abandonné pour te lancer dans le conseil aux entreprises, dans les réflexions sociétales, les réflexions sur le développement durable. Et c'est la première question que j'avais envie de te poser. On a parlé beaucoup de changement de modèle, de nouveaux paradigmes, mais fondamentalement, ce qu'on cherche tous, ou ce à quoi on pense tous, c'est la durabilité de notre planète, de nos sociétés. Toi, tu travailles beaucoup, puisque tu as créé Alternité, cette belle société de conseil auprès des entreprises sur notamment le développement durable, les enjeux sociétaux, etc. Donc ton grand sujet, c'est la réflexion sur la durabilité de notre planète. Et moi, je voulais avoir un petit peu ton avis. Quel est justement le lien entre l'individu, la révolution numérique et notre enjeu à tous, qui est d'aboutir à la durabilité? En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout est lié. En fait, le premier constat, c'est qu'on notre vieux modèle n'est plus viable, il n'est plus enviable non plus. Écologiquement, c'est insoutenable. On peut pas. Voilà, il y a des limites physiques. Économiquement, socialement, ça devient insoutenable psychologiquement de voir ce qu'on peut faire au détriment d'autres peuples et au détriment de nos enfants. Donc ça, c'est un pilier, on va dire, qui est non négociable, qui est là aujourd'hui. Et plus ça va, plus on se rend compte qu'aussi tous les compromis qu'on a faits, en gros, c'était au nom de la croissance, au nom de la société de consommation. Elle devait nous apporter l'emploi, elle devait nous apporter le bonheur. Et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de chômage, qu'il y a beaucoup de suicides, etc. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ces compromis-là, finalement, ils en valaient pas la peine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux autres révolutions qui sont venues se coller. Et du coup, ça nous fait un triptyque vertueux. C'est évidemment l'esprit collaboratif et les outils numériques. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, parce qu'on se dit toujours, oui, mais le collaboratif, ça va pas durer, ou le soutenable, on s'en sortira jamais. Et en fait, c'est les trois ensemble qui peuvent fonctionner. C'est-à-dire que le collaboratif, il est inéluctable parce qu'on a besoin de partager les ressources. On a donc besoin de partager l'accès aux biens, l'accès aux services. Donc, on a besoin de collaborer. On a besoin de trouver des solutions inédites, et c'est pas en cloisonnant qu'on les trouve, mais c'est bien aux interstices. On a besoin aussi de mutualiser les moyens en R&D pour trouver des solutions, pour qu'il y ait des niveaux minimum économiques pour ouvrir une filière de recyclage, par exemple. Donc, on est de toute façon obligé de collaborer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'outil qui est le numérique. On peut, c'est le numérique qui nous met en lien. C'est lui qui finalement nous permet d'avoir l'information. C'est lui qui a déclenché la confiance en l'autre aussi. Donc on peut aller plus loin dans la collaboration parce qu'on est déjà amis, parce qu'on est déjà allé on a déjà partagé de l'information. Et puis finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour, entre guillemets, sauver le monde, on a besoin d'empathie, on a besoin d'avoir envie de sauver la maison ensemble. Et en fait, le numérique, moi je trouve finalement un formidable accélérateur d'empathie. Et en même temps, c'est une empathie qu'on peut laisser à juste distance. C'est-à-dire que c'est des liens un peu faibles. Donc on peut s'engager pour une cause à un moment donné, et puis on peut être en retrait. On est sur quelque chose d'assez dosable en fonction de son état émotionnel. Donc c'est intéressant pour ça le numérique aussi. Et puis on apprend plein de choses. On voit bien que quand par exemple, on publie quelque chose sur Facebook, on va pas publier n'importe quoi sur cette personne. Donc on a une notion on se sent responsable de l'image de l'autre.
Donc voilà, c'est tout ça qu'on apprend aussi avec le numérique et qui est finalement vertueux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce triptyque, finalement, il a fait émerger un individu affranchi aujourd'hui. On a un peu parlé, ce matin. Pour moi, c'est une nouvelle société que j'appelle la société du lien. Et en fait, c'est un individu qui s'est affranchi des autorités. Donc, les autorités, c'est les politiques, les journalistes, les grandes marques, les grands experts, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense fondamentalement que de toute façon, rien ne viendra du haut, que les lobbies sont trop apparents, que voilà, les politiques, etc. Et qu'en fait, cette société du lien, cet individu affranchi, il dit ok, bah ça vient pas du haut, ok, moi je le fais. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il s'est affranchi des autorités et qu'en plus, il avance dans une sorte d'imperfection. Alors, c'est probablement sous l'impulsion de l'esprit grec aussi, c'est-à-dire que ok, on n'est pas parfait, ok, on a un peu saccagé la planète, mais on avance. Et c'est vrai qu'on sort d'un modèle où il faudrait être parfait. Il y a une espèce de tyrannie de la cohérence. Alors c'est bien évidemment. Mais cette tyrannie de la cohérence, elle peut nous tétaniser, elle peut nous empêcher d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que cet individu d'aujourd'hui, il est assez à l'aise avec son imperfection. Alors moi, je dis, il recherche sa cohérence complexe. C'est-à-dire qu'il essaye de se créer un chemin, c'est pas toujours facile, mais il y va. Et ça, c'est bien pour avancer aussi. Et plus on aura des scandales sanitaires, plus on aura plus les lobbies seront apparents, plus ça sera la crise, et plus cette société va émerger fortement. Voilà. Merci. Alors en fait, on va vers une société beaucoup plus centrée sur l'individu, sur l'être. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup. Ouais. On va parler après de peut-être de la contradiction entre cette société de l'individu affranchi et son organisation, donc son rôle dans l'entreprise, en tant qu'institution. On va en parler après. Ce sera intéressant de rebondir aussi avec Nicolas sur le sujet de l'entreprise. Justement, Nicolas, toi, t'aurais pu être quelqu'un qui sombre dans l'univers très normatif, puisque tu es un homme je vais pas dire du système, mais quand même Sciences Po, l'ENA, beaucoup d'interventions institutionnelles, et puis au final tu as basculé dans le disruptif, puisque tu es depuis longtemps, on te connaît pour toutes tes analyses, tes études sur prospective, sur l'impact du numérique, sur la façon dont le numérique bouscule les modèles, etc. Notamment quand on va, et on parlera de ton site, ton approche avec The Family après, mais quand on regarde un petit peu tes propos, tu parles beaucoup avec une image que j'aime beaucoup, qui est le numérique barbare, donc de l'impact du numérique sur les anciens modèles, sur les anciens systèmes, etc., avec une violence assez forte et assez imagée. Ce matin, on entendait sur Europe 1 la complainte des propriétaires de camping du Calvados qui, pour la première année cette année, ne remplissent pas leur camping parce qu'ils sont en concurrence avec les locations numériques des habitants. On parlait des taxis ce matin, c'est complètement dans... Moi, je voudrais avoir un peu ta vision sur cette bascule, sur la façon dont ces modèles économiques sont en train d'être bouleversés par le numérique. Oui, l'image des barbares, elle est intéressante parce qu'elle fait référence à l'opposition entre les barbares et l'Empire et au conflit qui a opposé les deux et à son résultat inattendu, c'est-à-dire in fine, même après une longue agonie, la chute de l'Empire face à un adversaire qui avait l'air beaucoup moins puissant, beaucoup moins organisé et beaucoup moins rationnel dans sa façon de conduire ses attaques et de porter ses coups. Et c'est ça le propre des barbares, c'est des adversaires dont on ne comprend pas la rationalité ni les modes d'action. Et parce qu'on ne comprend pas leur rationalité, parce qu'on ne la partage pas en quelque sorte, ça devient beaucoup plus difficile de riposter ou de répliquer les éléments de stratégie et de tactique qu'ils mettent en œuvre pour contenir leur approche et prévenir leurs invasions. Et c'est ça qui est en train de se passer depuis une vingtaine d'années avec le développement de l'économie numérique, c'est que cette économie met dans les mains des entrepreneurs des ressources nouvelles qui permettent de mettre au point des stratégies nouvelles, disruptives, qui sont aussi incompréhensibles pour les grands capitaines d'industrie que l'étaient les invasions barbares pour les maîtres de l'Empire. En fait. Et comme c'est incompréhensible, d'abord on commence par observer dans une certaine passivité, puis on encaisse les coups sans trop savoir comment répondre, et puis quand enfin on commence à décrypter tout ça et à réaliser quelles seraient les stratégies de riposte ou de contre-attaque,
en général, il est trop tard parce que les ressources sont devenues trop rares et l'avancée des barbares est trop marquée pour qu'elle puisse être contenue. Et donc ça se passe maintenant dans toute l'économie. On a eu, en gros, je dirais, pour schématiser, à peu près 3 phases dans l'histoire de l'économie numérique ou de la perception de l'économie numérique depuis la France. On a pensé pendant un temps que l'économie numérique transformerait plus ou moins en profondeur la publicité et le commerce. Ensuite, on s'est aperçu que ça avait un impact considérable sur les filières culturelles et les filières de contenu en général, puisque le numérique a mis par terre la presse telle qu'on la connaissait, la musique telle qu'on la connaissait, et bientôt l'audiovisuel et le livre. Et ça, c'était encore une vision qui dominait il y a quelques années, jusqu'en 2009-2010. C'était le numérique, c'est la pub, le e-commerce et la culture. Et depuis 2010-2011, et chaque année ça change et ça va plus vite, on s'aperçoit que le numérique se dissémine dans toute l'économie et transforme les conditions de concurrence sur les marchés, y compris dans des filières très tangibles, très matérielles, qu'on pensait très éloignées de la transformation numérique, comme l'automobile, comme l'énergie, comme le bâtiment. Et ça montre d'une certaine manière qu'on a passé le point d'inflexion et que les invasions barbares sont en train de s'attaquer au fondement de l'Empire. Et c'est seulement maintenant, je le regrette, mais que nos dirigeants, notre élite ici en France, très peu accueillante à l'innovation, commence à comprendre les ressorts de tout ça et à mettre en marche une sorte de machine à produire de la réaction à ces invasions barbares, mais qui se fait de façon bien trop lente et avec des ressources bien insuffisantes pour contrer ce qui est devenu un concentré de puissance, c'est-à-dire l'économie numérique, quelques grandes entreprises qui ont émergé de l'immense vivier des startups, qui se sont alliées avec des centaines de millions d'utilisateurs d'applications numériques dans le monde et qui, dans cette alliance, renversent tout sur leur passage. Alors, moi, je m'en réjouis comme utilisateur. La chose que je regrette et qui explique un peu tout mon parcours depuis quelques années, c'est que parmi toutes ces entreprises qui dominent cette nouvelle économie numérique globale, aucune n'a grandi depuis la France et ne localise de la valeur ajoutée sur le territoire français. Et donc la clé de cette sensation un peu indéfinissable d'appauvrissement qu'on ressent profondément dans ce pays, elle est dans le fait que de plus en plus l'économie mondiale est dominée par des entreprises qui ont leur siège quasiment toutes sur la côte ouest des États-Unis et pour certaines d'entre elles en Chine. Voilà. On a parlé là ce matin beaucoup de la responsabilité des politiques, ou en tout cas du retard, tu viens de l'évoquer, du retard des politiques, mais ça c'est sans issue, ou on a une chance si nos politiques aujourd'hui prennent conscience de ces sujets, de rattraper un peu le chemin, le retard qu'on a. Toi qui es vraiment proche justement des politiques, quelle est ta vision sur les politiques ? J'ai une vision assez pessimiste, mais en même temps, c'est aussi une réaction de surprise. C'est-à-dire, normalement, dans la grande tradition, et notamment dans la grande tradition française, l'élite est toujours en avance sur le peuple. Et elle guide le peuple, elle l'éclaire et elle comprend avant les individus les phénomènes qui arrivent. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que ça renverse complètement cette logique et que l'élite est en général la dernière à réaliser ce qui arrive. Et pendant que tout le monde est en train d'utiliser de façon intensive et 24 heures sur 24 des applications numériques, ils sont les derniers à avoir atterri sur leur bureau des ordinateurs, dans leur poche des smartphones, à ouvrir un compte Facebook et puis à comprendre la réalité financière et industrielle qu'il y a derrière tout ça. Alors, mais l'élite reste l'élite, c'est-à-dire qu'elle concentre qu'elle concentre le pouvoir et qu'elle a la main sur un très grand nombre de leviers d'action. Donc ça peut basculer très vite pour cette raison-là. C'est-à-dire que l'élite, notamment dans les démocraties, elle a pour mérite de se renouveler assez souvent. Les élections servent à ça. Et donc rien ne dit que tôt ou tard, après plusieurs générations successives qui auront sombré dans l'incompréhension et la passivité face à tous ces phénomènes-là, une nouvelle élite fasse sa place et quasiment du jour au lendemain. On a vu ça en politique. Enfin, je prends un exemple qui n'a absolument rien à voir, mais le Parti conservateur, après sa première défaite en 97 face aux travaillistes conduit par Tony Blair, il a épuisé 3 ou 4 leaders successifs qui sont passés aux oubliettes de l'histoire, jusqu'à ce qu'émerge quasiment de nulle part David Cameron, qui a réformé tout ça du sol au plafond et finit par prendre le pouvoir dès sa première tentative. Donc, c'est ça l'intérêt d'un pays très centralisé où le pouvoir est très concentré au sommet, c'est qu'un jour, quelqu'un arrive
s'empare de ce pouvoir et transforme radicalement toute la société. Alors c'est arrivé quelquefois dans notre histoire. Je ne crois pas qu'il faut basculer dans la théorie de l'homme providentiel, surtout dans une société de plus en plus numérique où justement le pouvoir se décentralise à toute vitesse. Mais on n'est pas prisonnier indéfiniment de notre élite, même si celle-ci est passive, conservatrice et toujours en retard dans sa perception des phénomènes. Alors Thierry, on a parlé de barbares et qui sont en train d'envahir toutes nos sphères, toutes nos briques de vie. Toi, tu es responsable des enjeux sociétaux et sociaux chez Orange. Notamment, tu es en charge du projet Digital Society Forum. Moi, j'ai découvert que les barbares allaient envahir ma cuisine et que ma spatule allait devenir connectée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, justement, la vision d'Orange par rapport à tous ces sujets, votre implication avant d'être... vous êtes un équipementier ou un porteur de données, mais pas seulement. Donc, en fait, je crois qu'il faut revenir à l'ADN même de ce qu'est un opérateur. Un opérateur, il crée le lien et il crée les conditions de se relier. Je dis au départ, un opérateur, c'est des infrastructures physiques, aménageurs du territoire, et derrière, quelque chose qui permet de se connecter. Si on prend l'exemple du SMS, nous avons pensé à un service SMS. Le SMS a été repris dans une logique complètement subversive par les gens qui en ont fait un service. Que derrière, ça soit devenu entre guillemets, un élément de notre business, je suis bien d'accord, mais quelque part, l'objet même SMS a été repris en main de manière totalement bottom-up, comme élément d'échange d'informations et de reliance, et non pas comme élément d'échange entre machines. Donc nous, on a travaillé depuis maintenant 3 ans, c'est un gros boulot quand même, sur qu'est-ce que ça voulait dire notre position, nous ne sommes pas les vendeurs de l'Internet, nous ne sommes pas les over the top, les Facebook, les Google, tous ces acteurs dont je n'ai pas à juger, mais qui ont leur propre force, leur propre faiblesse, leur propre risque par rapport à un monde qui soit l'humain au service de la technologie ou la technologie au service de l'humain, parce que finalement on en revient quand même à cette question-là. Et on a vu que nous, dans notre tendance à une sorte de commodisation, on avait quand même des choses qui étaient un supplément d'âme. C'est-à-dire qu'on n'a pas que nos réseaux qui sommes un élément clé de notre asset, de notre valeur. On a les gens. On est quand même un acteur qui a 180 000 personnes dans le monde, qui travaille dans plus de 35 pays, qui a une capacité à se confronter à des cultures très différentes. Pour autant, ça c'est le deuxième point, on s'est rendu compte que s'il y avait quelque chose d'universel, c'était aider les jeunes, non pas dans l'espoir, non pas dans le guide, mais dans les moyens à leur donner, de manière à ce qu'ils créent leur propre devenir. On n'a pas inventé le devenir de nos enfants, on a à leur donné les clés de leur propre réalisation, on va dire, et évolution. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose. Et cette question de l'emploi des jeunes, on l'a vu aussi bien en Afrique, où on a aidé au montage d'incubateurs, qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Grèce, enfin, sur des zones de présence ou de non-présence, on voit bien que c'est un élément essentiel. Troisième point, l'industrie en elle-même, elle automatise. Elle crée de l'optimisation des processus, elle crée des problématiques de sens à l'intérieur même de l'entreprise. Parce que la grosse entreprise, au-delà de la mondialisation, se pose la question de qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que je suis un simple rouage ou est-ce que je suis quelqu'un qui évolue? Est-ce que je sors du cadre, etc. Et donc ça oblige à l'ouverture. Cette logique d'ouverture, en fait, a été prise il y a maintenant 1 an et demi à Orange, et d'abord sur le haut du panier, c'est-à-dire sur les futurs Twitter du web, avec des hackathons, avec des clusters, avec des logiques French Tech. Ne plus être make or buy, ne plus être un faiseur ou un acheteur, mais être celui qui va permettre à l'autre de se réaliser. Après, je dis pas qu'on fait pas de commerce. L'idée, on s'appelle Orange, mais c'est une nouvelle forme d'envisager le commerce. C'est soutenir le développement d'activités qui sont porteuses d'emplois, il s'avère qu'en plus, ces activités vont être, face à nos externalités externes, celles de l'industrie, vont être les petits poissons qui soignent la baleine. Donc on a intérêt à ce que des gens trouvent les éléments par rapport à la baisse des coûts d'entrée que vous décriviez, de la compréhension de comment agir pour ensuite développer leur propre activité. Et nous, on a un rôle et une responsabilité à faire, soutenir cet élan-là. Donc on a choisi un truc en 3 points. Le premier, ça a été essayer de manière la plus riche, je dirais même transdisciplinaire, parce que j'étais avec Edgar Morin tout à l'heure, donc on discutait, il m'a dit attention, ce n'est pas la même chose. Je pense que Joël pourrait dire aussi cela, c'est attention, c'est transdisciplinarité, tu as l'interdisciplinarité, tu ne dois pas tout confondre. Donc je me suis pris une petite leçon au passage, mais le fait est que cette question d'être ensemble dans des logiques différentes et de croiser les points de vue, elle est essentielle non pas pour demain, mais pour ici et maintenant. Parce que le numérique, il a déjà changé notre manière de vivre. Donc il faut porter au plus le possible cette vision, entre guillemets, pluridisciplinaire de qu'est-ce qui a déjà changé dans nos vies du numérique. Et ça, c'est le DSF. Et alors, je reviens aussi avec le propos de le personnage d'avant,
qui était de dire, c'est moi qui sonne. Je suis le seul à avoir gâché la soirée. Je jette le téléphone. Ah, mais moi je suis un addict, moi je me soigne. Non, le deuxième point, c'est de ne pas rester cantonné au monde, on va dire, entre guillemets, les liens faibles qui sont tellement importants parce qu'ils vous apportent la sérendipité, mais également le online, et retourner dans le réel. Il faut confronter sans arrêt à la singularité des approches personnelles. C'est pour ça qu'au début, quand on faisait nos ateliers du DSF sur des sujets comme la parentalité à l'heure du numérique, les liens 2.0, etc., on avait 30 personnes dans la salle. Aujourd'hui, on a 100 personnes et très différentes. Et comme on redonne la parole et qu'on la remet sur le site, on voit bien qu'on est dans l'expression, dans une permanente conversation. Ça, c'est très important. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Moi, j'appellerais ça le pouvoir d'agir, pour reprendre les termes de Valérie Peugeot, qui consiste simplement à dire, il faut donner visibilité à ce qui se fait, et aussi à la compréhension de ça. Les écoles du code de type Simplon.co ou Médiacité à Bordeaux, tous ces, la grappe, les tiers-lieux, tout ça est à montrer, à valoriser. Il y a d'autres façons de se réaliser, de créer des choses. Et effectivement, le numérique, nous, on doit soutenir ces acteurs-là parce que ça permet de passer l'échelle. C'est le troisième point, c'est l'accélérateur. Sortir de l'épaisseur du trait de manière à ce que se crée de vraies dynamiques locales et globales avec un retour des petits face aux grands. Donc voilà ce qu'on essaie de faire, c'est de continuer notre core business, mais de s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur pour les aider à émerger. Ne jamais prendre leur place. Je prends l'exemple de La Ruche avec lequel on a signé un partenariat. À aucun moment on s'est dit on va prendre la décision à la place de La Ruche. Ça serait tuer La Ruche. La Ruche a sa fonction, ou la Grappe à Lille, ils ont leur fonction. Ils savent faire de l'entrepreneuriat social, ils savent le gérer. Nous, on doit apporter un soutien en expertise, pas en maïeutique, parce que c'est pas forcément notre fort, mais en expertise, de manière à ce que ces choses avancent. Et je trouve que ça commence à se voir. Je vous dis, les réunions présentielles physiques, c'est 100, 120 personnes. On a fait quelque chose à Bamako qui a permis de relayer les diasporas avec Dana Diminesco entre les diasporas maliennes françaises, dites de l'extérieur au Mali, et et d'imaginer, on va dire des services, ok. Il y a un peu derrière une logique de nouvelle forme de commerce, mais au sens noble et durable, de manière à aider à ce que, tout bêtement, quelqu'un ne se fasse pas piquer à l'aéroport avec une liasse comme ça parce qu'il devait le donner à la famille et que c'est passé au-dessus des niveaux autorisés par les réglementations des aéroports, ce qui arrive tout le temps. Donc c'est vraiment retrouver une nouvelle façon d'envisager, de manière plus long terme, une relation directe et indirecte avec nos parties prenantes. Voilà. Alors, on parle de projets d'empowerment, etc. Quand même, la révolution numérique en cours a un impact très fort sur les modèles entrepreneuriaux et la culture, la gouvernance d'entreprise. Donc, j'aimerais vous entendre, même s'il nous reste que 3 minutes, on va en prendre 4 parce qu'ils ont dit qu'il y aurait qu'un, on est d'accord. Et Nicolas, dans ton projet, dans la plateforme, je sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs, une plateforme de The Family, tu revisites la façon d'envisager l'entrepreneuriat, notamment grâce au collaboratif, au numérique. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? C'est très intéressant, y compris jusque dans le financement. On n'est pas dans le crowdfunding dont on parlait ce matin ou que je fais moi. Tu es en train d'implanter en France des nouvelles mécaniques d'investissement en equity dans les entreprises qui sont très innovantes aussi. Quelques mots sur ce rapport à l'entreprise par rapport à la révolution numérique. Oui. The Family, donc, qui est une entreprise dont je suis l'un des 3 associés fondateurs de The Family. On a maintenant près d'1 an et demi. Et The Family est une société d'investissement. En fait, son cœur de métier, c'est de faire grandir un portefeuille de participation dans des entreprises innovantes, très ambitieuses, et de les accompagner dans le développement de leur entreprise à tous les stades. Alors pour l'instant, c'est en amorçage, puis ce sera en développement, et puis un jour, ce sera quand certaines d'entre elles auront, nous l'espérons, pris des positions dominantes sur des marchés globaux issus de la transition numérique de l'économie globale. Ce qu'on essaie de déjouer, c'est une sorte de malédiction, c'est le fait qu'aucune des entreprises qui aujourd'hui dominent l'économie numérique globale n'a grandi en France ou depuis la France. Et l'environnement qu'on essaie de créer pour elles, c'est un environnement qui consiste à les isoler en grande partie. C'est vraiment une sorte de périmètre de sécurité pour les protéger d'un écosystème parisien, enfin d'une place parisienne qu'on identifie, qu'on qualifie de toxique pour les entrepreneurs innovants. Et comme ça, de faire grandir des équipes exceptionnelles qui s'attaquent à des problèmes qui comptent et qui vont pouvoir construire des positions stratégiques industrielles très fortes dont profitera tout le territoire.
Et pour ça, on leur donne accès à de l'éducation, de la formation pour entrepreneurs, parce qu'être entrepreneur, ça s'apprend et ça se perfectionne. Ce qu'on appelle, nous, des privilèges, c'est-à-dire toute une infrastructure qui permet d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Et puis, un privilège très particulier qui est l'accès au capital. Le capital, on dit pas assez qu'il est très abondant, mais qu'il est juste mal alloué parce que il passe par des filtres qui le détournent systématiquement de l'innovation, de l'investissement dans l'innovation. Et le rapport de force donc on établit avec les acteurs du monde de la finance, c'est pour forcer le retour du capital vers là où il crée de la valeur de long terme dans des innovations de rupture. Alors je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave, je veux que Sandrine finisse quand même. Toi qui es en contact avec les grandes entreprises ou beaucoup de grandes institutions, quelle est leur appréhension de ces phénomènes, de ces mouvements? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, demain, dans la culture, l'organisation de l'entreprise, que l'émergence de l'individu affranchi, par exemple? Mais en fait, pour répondre à cette question, justement, ça changeait rien. Donc, j'ai réfléchi pour savoir comment est-ce qu'on pouvait changer quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant, parce que je me suis quand même posé la question si on allait vraiment pouvoir changer, en accompagnant des grandes entreprises, mais aussi beaucoup de PME. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qu'on balançait comme recette, donc genre développement durable, RSE, indicateurs, normes, labels, voilà. Enfin, vous voyez de tout ce dont je veux parler. En fait, je me suis rendu compte que c'était contre-productif parce que finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est de maintenir des vieilles croyances culturelles. La croissance elle va juste être verte. Le marketing, il reste, il est juste responsable. Les achats, ça continue pareil, sauf qu'on les appelle responsables, etc. Donc en fait, on est en train d'inventer un nouveau jargon qui simplement nous rassure, mais ne change absolument rien. Et pire, en fait, on crée des nouvelles oppositions. Au lieu d'aller dans la collaboration, on rajoute un étage à la compétition. Il y a une note sociale, il y a une note environnementale. Donc en fait, c'est de pire en pire. Donc on met des règles, on met des récompenses, et en fait tout ça coupe une chose fondamentale qui me paraît très importante. On a parlé un peu de philosophie tout à l'heure. Pour moi, pour changer le monde, en fait, il faut réactiver la sagesse individuelle de chacun. La sagesse, c'est pas un truc de yogi, c'est un truc extrêmement naturel qu'on a tous en nous, mais qui peut être contrarié. Et en fait, la sagesse, c'est quoi ? C'est savoir identifier ce qui est bien, et c'est une volonté morale, c'est-à-dire avoir envie de le faire. Et en fait, ça, c'est fortement contrarié s'il y a trop de règles et s'il y a trop de récompenses. Parce que là, à partir de ce moment-là, on transfère sa responsabilité ailleurs. Et voilà, et il ne se pose plus la question de l'intérêt général, on se pose la question de notre intérêt particulier. Donc du coup, l'idée, c'est de hacker un peu tout ça pour s'affranchir. Donc je retombe sur s'affranchir, pour s'affranchir en fait de ces recettes soi-disant miracles et aller vers quelque chose de beaucoup plus à la fois radical et pragmatique. Beaucoup plus... C'est un beau sujet pour le forum de l'année prochaine, ça, je trouve. Ouais. Et je m'autorise de finir. Vraiment, parce que là, il va venir monter, me casser la gueule. Donc, mais alors, on a tout le temps. Attendez, on est en train de. Ils sont tous stressés. Il y a Joël qui est au premier rang, donc j'en profite pour lui dire que le temps est la vraie valeur aujourd'hui, et donc il faut savoir le prendre quand même à un moment. Non, blague mise à part. Je pense que la question de la rencontre dans la différence et le apprendre à ne pas savoir sont deux éléments clés de cette révolution en marche. Moi, je considère que ma seule richesse, c'est d'avoir grandi à la campagne dans un village de 300 habitants, ensuite au Mas du Taureau, d'être remonté à Vigneault, d'être parti au Canada, d'être redescendu, et tout d'un coup de m'être confronté après vers l'international avec tout un tas de gens de cultures différentes qui obligent à réfléchir le faire ensemble différent. Que s'il y a une innovation radicale dans les technologies de la relation, elle est justement là. Elle est humaine quelque part. Elle est dans le faire ensemble. Elle n'est pas dans l'amélioration des processus qui ne sont que des innovations de processus. Et ces innovations de processus, on les voit beaucoup dans l'entreprise, et tu viens super bien de le décrire. Et la RSE qui devient une sorte de chapelle supplémentaire, c'est une indécence. Ce qui est important, c'est que la question de la responsabilité, et sortons ces termes, sortons ces acronymes, il y en a marre, ils veulent rien dire, que la question de la responsabilité soit du chacun et du global dans le cadre d'une entreprise, dans sa durée, sa sustainabilité. Ce qui veut dire que moi, mon job à Orange, c'est de disparaître. Voilà. Eh ben, on va disparaître de la scène. Belle conclusion. Merci infiniment à tous les trois. Merci à tous.